Le ballon, il part à l'hôpital de Charleroi et il y a un gars dans sa chambre qui va arriver, un ballon qui te tape. Mais à un moment donné... Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time et je suis bien sûr avec des chroniqueurs aussi piquants que délicieux comme la semaine dernière. Il récidive, il est présent, le QTN SLN international Sorare. Comment ça va, Quentin? Ça va et toi, mon ami? Ben, ça va très très bien. On n'hésite pas, hein. Comme d'habitude, on dit à nos amis, on like, on s'abonne. C'est vraiment important. Ça permet à notre émission de continuer à exister et ça nous permet aussi de continuer à être tout aussi vivant, coloré, naturel. C'est ça le Clubhouse Football Time. Voilà, à nos côtés, bien sûr, on a Xavier. Ça va, mon Xavier? Ça va et toi, ça va? Ou plutôt, dois-je t'appeler Fut with Apéro? Tu peux aussi. J'ai eu un dîner avec un ami à toi, Braque, que tu connais très bien, qui m'a dit, ah non, je ne connais pas Xavier, mais Fut with Apéro, je connais. C'est pas mal. Ça veut dire que tu fais ton petit trou aussi dans le monde de EA, quoi. Voilà. C'est pas mal. Toujours, petite publicité quand même, on peut te retrouver sur le site, t'as un site internet. Oui, Fut with Apéro, tout simplement. Voilà. On peut, simple et efficace. Pour ceux qui aiment, bien sûr, les meilleurs conseils. Et puis à côté, bien évidemment, c'est un homme un petit peu touche à tout, hein. Donc, on va essayer de le présenter d'une certaine façon. C'est un entraîneur de football dans le secteur des jeunes. Il est également journaliste, il écrit de très bons articles pour le site Wallfoot et c'est surtout la première à avoir révélé l'intérêt du Sporting d'Anderlecht pour Thorgan Hazard. Donc voilà, c'est quand même un journaliste relativement bien informé et en plus de ça, il a une qualité, c'est que contrairement à certains, il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour Florian Osbey, comment ça va? Bonjour Sacha, bah ça va très bien et toi? Bah le CV, ça va, il a été bien dressé? Il a été bien dressé. Tu as bien résumé mon parcours. Ça fait plaisir. Et pour les gens qui justement ne te connaissent pas, comment est-ce que tu pourrais te définir? Ouais, avant tout, je suis un amoureux du foot. Je pense que si on pourrait me résumer, c'est vraiment ces mots-là qu'il faut utiliser. J'ai été joueur comme plus ou moins tout le monde. J'ai arrêté ma carrière très tôt comme plus ou moins tout le monde. Sinon on ne serait pas ici. Ouais. Puis je me suis tourné plutôt vers le coaching et la curiosité a fait aussi que je me suis tourné vers la détection de talent, vers l'analyse, vers les data aussi, des choses qui sont un petit peu plus importantes maintenant qu'avant. Je dis pas que c'est plus important, mais c'est au moins très important. Et puis je fais mon petit bonhomme de chemin, je continue encore un peu à écrire de temps à autre, c'est vrai. Je fais quelques missions de scouting pour les clubs étrangers, surtout des clubs qui ont cru à un moment donné que à s'acheter Football Manager, ça pouvait suffire pour chercher les nouveaux talents et qui se sont vite rendus compte que ça marchait pas comme ça. Donc voilà, c'est actuellement mon occupation. Eh ben c'est bien, s'ils te font confiance, en tout cas c'est la meilleure des choses. Messieurs, et je vous le dis à vous aussi, restez parce qu'on a une très grosse page dans Parole de supporters dédiée au match, le gros match dont on parle depuis des mois, Standard Bruges. On va disséquer cette rencontre et on va bien évidemment faire un preview, je pense qu'il risque d'être assez excitant, mais tout d'abord, bien sûr, c'est les grands moments de la semaine, les amis, et comment ne pas démarrer avec un Diable Rouge qui a été fantastique. Fantastique, je pèse mes mots, Loïs Openda, auteur d'un but et d'une passe décisive face au grand Bayern Munich. Aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à son rôle et à la façon dont il pourrait peut-être solutionner un problème qui pourrait arriver du côté des Diables Rouges, c'est l'absence de Kevin De Bruyne. Alors, l'absence de Kevin De Bruyne, elle n'est pas bien sûr programmée pour l'Euro, il devrait bien être présent. Mais par contre, est-ce qu'on peut s'autoriser à se poser une question très claire, et c'est celle à laquelle il faudra répondre aujourd'hui. Domenico Tedesco doit-il passer à 2 attaquants en vue de l'Euro? Est-ce que il y a quelqu'un qui peut jeter une première pierre à ce débat? Oui. Quentin? Ouais. Pour moi, oui. Il devrait, mais il ne le fera pas. Parce que Tedesco a toujours joué que sa pointe, son 9, avec à droite un rapide et à gauche un rapide, notamment des Doku et tout qu'on peut pas se passer. Je verrais pas trop un Doku jouer sur un rôle de piston, attaque-défense. Je trouve que c'est pas son profil. On a besoin d'un Doku qui est frais dans les derniers mètres pour justement faire la différence et faire ce crochet. Mais c'est vrai que quand on sait qu'on a Lukaku et qu'on a Openda, voir un grand physique avec un petit qui peut s'introduire, ça serait idéal, mais ça sera pas possible pour moi. Flo? Bref, moi j'ai envie de poser la question autrement. Je prenez une feuille, faites la compo des diables, commencez par mettre 2 attaquants, après qu'est-ce que vous faites? Donc soit on passe en 4-4-2 ou 4-2-2-2, avec un milieu à plat ou alors en diamant, comme disent les Anglais qui ont plus d'argent. Et alors on peut passer en 3-5-2. Alors, l'une ou l'autre, moi ça me chauffe pas. 4-4-2, comme il dit, Doku
et Bakayoko ou même Luke Bacchio, si on les met sur les côtés, leur première touche de balle, ça va être à 50 mètres des buts. Beaucoup trop loin. Ça, c'est déjà clair. Au milieu de terrain, on n'aura que 2 places. Ça va aussi être compliqué. Dans l'animation, des ailiers, donc soit Luke Bacchio, soit Bakayoko, soit Doku, devra rentrer dans le jeu pour faire un 3 contre 3 ou apporter le surnombre et libérer un couloir. Est-ce que Doku va faire ça? Est-ce que Luke Bacchio va faire ça? Je crois pas. C'est des vrais ailiers. Si on passe en 3-5-2, je vais dire une phrase que j'aime encore bien dire, c'est quand on est sorti d'un cauchemar, il faut pas se rendormir. Ouais. Donc on va repasser une défense à 3 derrière avec Vertonghen, Théa, Tefas. On va remettre Carrasco à piston. Je pense qu'on en a assez mangé, on en a assez bouffé. Maintenant, faut arrêter. On a un autre système et je vois pas Tedesco, comme il a dit, changer son système, sa philosophie, parce qu'il a 2 bons attaquants. Si maintenant on a 3 bons défenseurs centraux, est-ce qu'on va jouer spécialement avec 3 défenseurs centraux? Donc on resterait à une pointe. Est-ce que Loïs Openda va accepter ça? Moi, je pense qu'il ne veut pas vraiment l'accepter. Je pense qu'on devrait rester avec une pointe, mais peut-être commencer à travailler un dispositif avec 2 attaquants au cas où pour pouvoir avoir un deuxième dispositif, ce qui nous manquait sous Martinez. Au moins avoir 2 dispositifs pour pouvoir s'adapter. Mais je pense surtout que de temps en temps, il faut faire jouer titulaire Openda et pas Lukaku pour varier aussi ton style de jeu, pour surprendre l'adversaire. Ce qu'on reprochait à avoir à Martinez, c'était toujours la même chose. Et ici, pour le moment, on a la même chose aussi avec Tedesco. Je trouve qu'au final, premier rassemblement il y a un mois, Lukaku, il venait d'être transféré tardivement, il n'avait pas de rythme. Openda, il était déjà en feu. Et au final, tu le fais pas jouer. Et donc, j'ai peur qu'ici, au final, même si Openda, il perf, au final, on reste avec Lukaku, parce que quoi qu'il arrive, c'est Lukaku. Lukaku, c'est ça qui m'empêche. Lukaku, il a un profil différent aussi. Il peut garder la balle. Ouais, mais de temps en temps, tu jouais sans leur manquer de respect contre l'Estonie et l'Azerbaïdjan, qui sont des petites nations. T'as Lukaku qui était pas en forme à ce moment-là. C'est l'occasion pour mettre titulaire Openda pour essayer. Maintenant, il a remis pour en mettre forme. Un profil différent de temps en temps, tu vois ce que je veux dire? Mon œil de coach te dira, il a profité d'un match faible pour ses automatismes et pour préparer des matchs qui seront contre d'autres adversaires que, comme tu dis, ça manquait de respect. Le message que tu envoies à Openda, toi, c'est pas fou non plus. S'il a une bonne discussion avec lui et qu'il lui explique. J'espère pour lui. Je pense que normalement, ça devrait pouvoir se régler. On a une abondance de biens, pardon. Et, je pense qu'à un moment donné, on peut pas mettre tout le monde et que là, Tedesco, il a combien de matchs est-ce qu'il a coaché jusqu'ici? 6, 7? Ouais, c'est très peu, hein, avec des joueurs qui ont changé, une nouvelle philosophie, des gamins qui sont maintenant arrivés, comme, ou même des moins gamins comme Onana, etc., qui sont là maintenant. Il faut adapter tout ça. Et je pense que son vœu premier, c'est de créer des automatismes et avoir une équipe très très forte. Mais humainement, comment est-ce que, et encore une fois, je retombe sur ma question, comment est-ce qu'un mec à qui on a quand même un petit peu, je dirais pas poussé, mais conseillé de signer du côté de Leipzig, accepterait d'être un deuxième, voire même, on l'a vu lors des derniers breaks internationaux, un 3e choix, alors qu'il est quasiment exceptionnel dans une des meilleures équipes d'Allemagne? Ça aussi, c'est compliqué, parce que Lukaku, son jeu, il est très robotisé, il est très stéréotypé. C'est je prends le ballon le ballon dos au but, je me retourne, je mets le boulet de canon et effectivement je vise juste puisque je marque le but. Mais après on fait quoi d'autre avec Romelu Lukaku dans l'animation? Qu'est-ce qu'on fait pour surprendre l'adversaire, Quentin? C'est pour ça que ça va être bien, c'est d'avoir cet Openda qui va être en forme, parce que Lukaku, ok, là il revient en forme, il a marqué 3 buts sur ses 4 dernières titularisations en Serie A, mais Lukaku, on sait qu'il était dans une passe un peu plus compliquée. Donc comment il sera à l'Euro, ça on peut pas le savoir. Donc moi je trouve ça super bien d'avoir un Openda qui est prêt à 100% et qui peut être là, qui peut jouer ce rôle. Parce que des fois on avait ce manque, ouais Lukaku est pas là, mais qu'est-ce qu'on met? On met un Benteke qui joue un peu moins, on met un Origi qui joue un peu moins, on met un Michi, ok, qui marque, qui a des très bonnes stats, mais qui joue un peu moins. Ici on peut être sûr, voilà, là on a un gars, il est là, il est prêt et il pourra faire la différence si Lukaku est pas là. Ce qu'on n'avait pas avant. Donc pour moi ça va être très important d'avoir ça à l'Euro et notamment on peut avoir ce rôle de, Lukaku, voilà, on joue contre une comme tu dis, qui a que ce rôle de haut goal. Non, là on a besoin de quelqu'un de percutant, on a besoin d'un Openda. Clac, on met Openda. On a ce gars, on sait qu'il est là, qui peut jouer, il peut être titulaire, il peut être décisif. D'autant que Romelu Lukaku pourrait jouer son dernier Euro, Florian. C'est fort possible. En toute logique, ça devrait se passer comme ça. C'est toujours ce qu'il a dit. Il voulait pas s'éterniser avec les Diables Rouges. Pour rebondir à ce que tu as demandé, comment on fait pour surprendre l'adversaire? Donne la balle à Doku. À un moment donné, il faut pouvoir jouer aussi avec les qualités des joueurs. Et là, c'est la partie coach en moi qui répond. Quand on a un attaquant où on sait ce qu'il va faire, on sait dans quelle zone il va aller, on sait comment il va jouer, c'est du pur bonheur. Parce que c'est pas un poste où il faut improviser. Openda, il est en train de faire un excellent début de saison, mais il joue à 2 devant. Il joue avec Poulsen qui lui crée des espaces, mais d'une façon terrible. S'il va jouer tout seul devant à 4-3-3, qui va créer des espaces pour Openda? Se créer des espaces tout seul, c'est pas encore son fort. C'est encore un palier qu'il doit franchir. Il faut être patient avec lui. Je pense qu'il va avoir sa chance.
Romelu, je pense pas qu'il puisse jouer 90 minutes vraiment, même dans des gros matchs. Donc, moi, j'ai beaucoup de pitié pour les futurs défenseurs des matchs des Diables Rouges qui vont se coltiner Lukaku 60, 70 minutes et qui après vont se manger Openda qui va 3 fois plus vite et qui va venir être accrocheur et venir mettre une deuxième couche. Il faut utiliser aussi cette force. Et puis c'est vrai peut-être que dans des matchs où le profil d'Openda sera un petit peu plus utile, peut-être qu'il le fera jouer plus ou même titulaire directement. Sur Loïs Openda, c'est intéressant parce qu'on dit souvent, en tout cas tu es entraîneur, donc les entraîneurs disent souvent ça, essaye de travailler tes points forts parce que c'est eux qui te rendent meilleur avant tout travailler tes points faibles pour essayer d'aller exploiter quelque chose, alors que justement c'est ce qui fait ta personnalité, tes points forts. Là tu as parlé par exemple de la capacité, peut-être qu'il a un peu des difficultés à tenir le ballon tout seul devant le but. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Comment est-ce que Loïs Openda peut devenir un autre joueur, selon toi? Il y a un peu d'expérience qui va venir aussi. Cette façon d'aller chercher une petite faute, peut-être, ou plutôt que de taper le ballon, aller dans le coin et essayer de le conserver. Justement aussi, peut-être jouer en remise et redemander dans la profondeur, c'est quelque chose qui va pouvoir l'aider dans le futur. Maintenant, tu l'as très bien dit, je pense qu'à son âge, il a plus 16 ans, il va plus changer sa façon de jouer maintenant. C'est un peu au coach de pouvoir le mettre dans de bonnes conditions et de se dire tiens, je vais pas lui demander des choses qu'il ne sait pas faire, mais je vais l'utiliser dans ce qu'il sait faire. Et je pense qu'à mon sens, c'est peut-être plus ce qui va se passer avec Openda maintenant. Et je crois que son passage à Leipzig est aussi très très intelligent parce que l'entraîneur de Leipzig l'utilise avec ses qualités. Et comme je dis, il le met devant avec Poulsen et là il sait très bien qu'il va pouvoir utiliser les qualités. Et Franck Hess faisait exactement pareil à Lens. En attendant, vous me rassurez pas, messieurs, parce que moi j'espérais quand même avoir une solution au départ de De Bruyne, à me dire à un moment donné, De Bruyne n'est pas éternel, il va quitter les Diables Rouges à un moment donné. Lui qui est indéboulonnable et quasiment impossible à changer dans l'animation. En fait, on n'a pas de solution à De Bruyne. On n'a pas de solution parce que moi je vous écoute, je vois que effectivement la solution à 2 elle a l'air de vous intéresser, mais pas à l'avenir en tout cas. Donc on resterait avec un attaquant de pointe. On règle comment le problème De Bruyne? Je pense qu'il arrive un problème De Bruyne, tu peux juste essayer de le gommer. Mais De Bruyne, ça va avoir tellement important dans n'importe quelle équipe. Même à City, il est absent. Il y a d'autres joueurs qui sont très très forts. Mais De Bruyne, c'est l'équivalent pour moi d'un Ronaldo ou d'un Messi. Mais comment on fait? Moi, c'est la solution que je cherche. De mettre quelqu'un d'autre, mais tu peux pas avoir la même chose, quoi, toi. Vermeeren, pour moi, plus tard. Trop tôt, hein. On est beaucoup trop tôt. Mais, je veux dire, dans le futur, parce que De Bruyne va pas arrêter tout de suite. De Bruyne regarder sa montre, hein, il a dit. Non, mais oui, bien sûr. Mais De Bruyne arrêtera dans quoi? Très longtemps. Ouais, mais De Bruyne arrêtera dans quoi? Dans 3 ans? Où sera Vermeeren dans 3 ans? On sait pas où il va aller, dans quel club, parce que, on va pas se le cacher, il va sûrement partir, cet été. Cet été, il va partir, il va aller dans un autre club. C'est là que le choix sera très, très, très important pour lui. C'est prendre un club qui va jouer avec des champions, qui va jouer le top dans n'importe quel pays, mais où il sera titulaire. Parce qu'il a besoin de jouer. Il a besoin de temps de jeu. Mais on le voit déjà avec l'Antwerp par rapport à la saison dernière. Je trouve qu'il est déjà beaucoup plus offensif. Il crée beaucoup plus d'actions avec l'Antwerp. On le voit beaucoup plus proche du grand rectangle. Alors qu'on voyait plus vers le rond central. Maintenant, il hésite pas à faire une incursion dans la surface. Ce qui n'avait pas le cas avant avec l'Antwerp. Donc, il se projette plus offensivement. Et c'est ce qu'on a besoin pour remplacer De Bruyne. Pour moi, il le remplacera pas. Il joue pas du tout dans les mêmes zones. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui pourra créer des occasions. On aura besoin de quelqu'un de créatif à soi. Ouais, mais alors il faudra quand même changer autour de lui la façon de jouer des Diables Rouges. On sait que De Bruyne, il aime aller un peu sur le côté droit pour venir mettre ses fameux centres bananes, comme disent les anciens, à la Vercotteren. Mais voilà, ces centres dans le dos de la défense qui sont très très dangereux. Vermeeren, il va plutôt côté gauche pour combiner dans les petits espaces et ressortir après sur une passe mi-longue. Donc, de nouveau, il va falloir un peu combiner. Maintenant, on parle dans 3 ans. Est-ce que Tedesco sera encore là dans 3 ans? Si on se fait sortir au premier tour de l'Euro, ce que je ne souhaite pas dans quelques mois, qu'est-ce qui va devenir de Tedesco? Mais ça reste quand même une idée dans ta tête, puisque tu viens de l'extérioriser. Pour moi, on est loin d'être favori à l'Euro, ça c'est certain. Sors ça. Très très loin. Ça c'est sûr. Il y en a Jude Bellingham et Mbappé vont aller chercher la tête. Ce sont les stars de l'Euro 2024 certainement. Ce sera pas la Belgique. Et pas que eux. Je veux dire, les Pays-Bas, les Allemands vont pas rester endormis comme ça toute leur vie. Le Portugal, l'Espagne, on n'en parle pas beaucoup. Génération. Mais l'Espagne, je trouve qu'ils reviennent bien. Ouais, ça c'est excellent. On prépare voilà. déjà le terrain pour cet été, les amis, avec Roberto Martinez qui continue à faire jouer les Saoudiens. On verra si Domenico Tedesco fera la même chose avec Carrasco. En attendant, tu as un sujet très intéressant, effectivement, que tu abordais en parlant de Arthur Vermeeren. C'est le Royal Antwerp Football Club et ça peut nous permettre de faire justement cette transition pour parler des clubs belges en Europe. Aucun des clubs belges n'a gagné lors des joutes en Ligue des Champions, en UEFA Europa League et en UEFA Conference League.
bon, globalement, on pouvait peut-être avoir une petite déception concernant la Gantoise et quand même concernant Bruges, mais pour le reste, c'est la logique qui a été respectée. Alors, ma question elle est très simple, hein, messieurs. Qu'est-ce qu'on attend des clubs belges en Europe, Florian? Qui prennent des points le plus possible pour éviter que la moitié de nos clubs déforcent notre championnat à jouer tout le mois de juillet. Ouais. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'horripile. Et encore ce week-end, mettez-vous à la place des supporters de l'Union, je paye mon ticket, c'est 40 balles. J'arrive et je vois la compo. Alors, Maurice, il joue de mi-temps, la poussée sur le banc, même pas, il est en tribune. Et on va jouer des gars. Alors, là, ils ont gagné, donc tout le monde fait génial, blessé, top, s'ils perdent. Et qu'à la fin de l'année, il leur manque 3 points pour être en play-off 1. On repensera à ce match qu'ils ont bazardé parce qu'ils vont jouer à Anfield, un match où ils ont quand même 0,1% de chance de faire un résultat. Je leur souhaite, hein, mais il faut rester un moment réaliste. Il faut prendre des points et arrêter comme ça. La Gantoise a fait tourner en championnat en début de saison. On parlera de Bruges plus tard, mais si Bruges n'arrive pas et Deyla n'arrive pas à travailler, c'est parce qu'il joue tous les 3 jours depuis le mois de juillet. Avec la même équipe. Avec la même équipe, et c'est compliqué. Il a des blessés, il a des gars qui reviennent pas. Enfin, c'est dur. On dit, c'est génial, il met des jeunes, mais il n'a pas le choix. Moi, je veux bien, à un moment donné, il y a des entraîneurs formateurs, mais lui, il a pas le choix. Les joueurs sont là. Donc, moi, je veux que les clubs belges, ils prennent le plus de points possible, qu'on arrête avec ces tours préliminaires, qu'on joue la Conference League. De toute façon, il y a aucun club belge capable de la gagner. Moi, la conférence? Aucun. Alors, je veux bien prendre le pari. Non. Alors, moi, je veux bien prendre le pari avec toi. Si un club belge gagne la Conference League, je t'invite au resto, mais celui que tu veux. Même la Tour d'Argent à Paris, mon gars, on y va. Jamais ça n'arrivera. Et alors, c'est pas une question de qualité, c'est une question de format de compétition. Ouais. Si un club belge veut aller en finale de Conference League, combien de matchs il aura joué sur l'année? Il y en a déjà presque 45, 50 en Belgique. Il y en a 25 en Europe. Ça fait 70 matchs. Qui a un noyau capable de tenir toute une saison, 60-70 matchs. Alors, le club de Bruges a quand même des solutions offensives très intéressantes. Avec Michael Skoras, avec Skovelsen, avec Antonio Nusa. Je pense qu'il y a encore également Buchanan qui doit revenir de blessure. Voilà, il y a quand même des joueurs qui offensivement peuvent apporter cette plus-value. Maintenant, moi je pense que le club de Bruges est le seul club capable de le faire. Je le dis parce que dans la qualité intrinsèque, il y a quand même un niveau supérieur. Mais tu n'as pas l'air d'accord. Mais alors, tu sais, l'objectif de Daylight Bruges, c'est quoi? C'est être champion. Ouais. Ok. On arrive en avril. Il est quart de finale Conference League. Arrivent les playoffs. C'est quoi son choix? Vers quoi il va mettre l'accent? En sachant que les playoffs, même s'il a 10 points d'avance, il en a plus que 5. Il perd le premier match, il en a plus que 2. Pop. Et il commence à avoir la pression. Qu'est-ce qu'il choisit? Entre une utopie, gagner la Coupe d'Europe, en se disant, tiens, il y a peut-être encore Arsenal, Liverpool, Valence, Séville qui gagnent toutes les années. Pour moi, quand tu t'appelles le club de Bruges, tu dois pas réfléchir comme ça. Parce que tu peux concurrencer des équipes comme Feyenoord. On voit Feyenoord qui a été super loin en Coupe d'Europe. En championnat, ils étaient comment? Ils jouaient le titre? Non. Si, ils ont été champions. Bah, l'année dernière, oui, l'année dernière. Je pensais que tu parlais de l'année. Ils ont été champions, donc ils jouaient le titre en Eurodivisie, et ils jouent comme le titre contre un Ajax, contre un PSV, et ils vont super loin en Coupe d'Europe. Il n'y a pas les playoffs. Ils ont combien de points d'avance quand on arrive en avril? Ouais, ça c'est pas faux, ils ont des points d'avance, mais pour moi le Bruges, la différence qu'il va faire, c'est que ici cette année, on le sait, c'est que tout le monde doit être champion parce que il y a les millions pour aller, ils sont de nouveau la place qualificative en Ligue des Champions. Donc il y a ces millions à aller chercher. Mais quand on sait qu'on peut avoir enfin un club belge qui peut gagner une Coupe d'Europe, je pense qu'en Conference League, il y a que là qu'on peut rivaliser. Même une demi-finale, on peut largement le faire. Une demi-finale, après, ça peut se jouer à rien du tout. Une finale, on sait, ça se joue à un détail. Ouais. Donc, ça reste possible, je trouve. Comme Florian disait, le problème, c'est que je pense un club belge, dans d'autres pays, au Feyenoord, je pense que c'est un peu différent quand même. C'est que les joueurs, même si tu as un gros effectif comme le club de Bruges, c'est que les joueurs, ils ont pas l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc au début de saison, ça va. Déjà maintenant, tu vois que ça va plus trop, que tous les gros clubs belges se font accrocher par tout le monde. Parce que les joueurs, même si tu fais tourner ton effectif, déjà il n'y a pas les mêmes automatismes. Et les autres, ceux qui jouent tout le temps, parce que tu peux pas les faire tourner, je trouve qu'ils n'ont pas forcément, je vais pas dire la condition physique parce qu'ils sont bien entraînés et tout ça, mais ils sont pas dans le rythme pour pouvoir jouer tous les 3 jours. Les coachs, ils ont besoin d'une semaine pour préparer leur match. 3 jours, c'est pas suffisant. Ils ont pas en fait la dynamique d'un club mieux préparé niveau européen, qui sait préparer un match en 3 jours, qui sait... Alors je serais plus nuancé. C'est la préparation qui va pas, moi je serais plus nuancé. Je suis vraiment dans cette idée-là, et je trouve que tu as totalement raison quand on parle de l'Antwerp, qui est notamment une équipe avec un noyau extrêmement restreint, où c'est très compliqué de faire des performances, notamment en Ligue des Champions, où là, c'est du 100%, et je valide totalement ton argument. Quand on va parler plutôt d'un club comme le KRC Genk,
on ne comprend pas ce qui se passe cette saison au KRC Genk. Il y a aucune lisibilité, il y a des bons joueurs, mais au final, il manque toujours quelque chose à cette équipe. Il y a toujours quelque chose qui, voilà, c'est lisse, c'est beau, c'est propre, mais ça manque encore un peu à un moment donné, voilà, ça manque de buteurs, ça manque de profondeur, ça manque d'efficacité, et je pense que c'est pas suffisant que pour pouvoir effectivement faire une grande campagne européenne, parce que cette mentalité de tueur ne réside pas au KRC Genk. Et je le pense sincèrement. Et ça, c'est un vrai problème. À force de faire du prospect, des ventes, et c'est super, hein, parce que après les bilans financiers, ils sont super. Mais les supporters, ils veulent autre chose que le bilan financier. Le dernier titre du KRC Genk, c'est 2010-2011, si je ne m'abuse. À un moment donné, il y avait des légendes comme Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne sur le terrain, je suis d'accord. Mais il faut aussi hausser le niveau. Du côté de la Gantoise, à les limites, je pense que c'est une équipe qui peut aller chercher encore une très bonne performance parce qu'il y a encore ce groupe. Et Bruges, pour moi, c'est le Bayern Munich de Belgique. Ils sont obligés, quelque part, d'avoir une mentalité plus haute que les autres, de regarder d'une autre façon le championnat et la Coupe d'Europe et d'avoir une autre vision. Mais on doit quand même être exigeant avec nos clubs belges, tu vois. On doit attendre des choses de ces joueurs parce que tu sais, le fait de dire je suis logique, je suis pragmatique, je suis d'accord avec toi, je reviens à ton argument Flo, pour toi c'est impossible. Mais si on ne vise pas la lune, à un moment donné, on n'arrivera à rien du tout. Il faut quand même à un moment donné avoir une perspective, aller péter ce plafond de verre. D'accord, mais alors il faut faire un championnat en conséquence pour pouvoir permettre à nos clubs de performer sur la scène européenne et les playoffs d'être pas performer sur la scène européenne. Ok, c'est ça le point intéressant. On peut appeler Michel Prudhomme et lui demander s'il a encore à travers de la gorge le titre qu'il perd quand Gand est champion. Il le perd pourquoi? Parce qu'il va jouer en Europe, au fin fond de l'Ukraine, en plein milieu des playoffs. Il perd des points, il perd des joueurs, il y a des joueurs blessés. Il perd le titre. Quand tu perds un titre, c'est compliqué. L'année d'après, il a bazardé l'Europe d'ailleurs. Hein. Ouais. Et je l'avais un peu allumé à l'époque, même si je le comprenais, parce que j'estimais aussi, comme toi, que quand on s'appelle le club de Bruges et qu'on a un grand noyau, parce qu'il avait une belle équipe à cette époque-là, l'année où il est champion, tu dois pouvoir jouer sur deux tableaux, mais je peux le comprendre. Quand tu termines deuxième et que tu vois une équipe rivale en plus comme Gand par rapport à Bruges qui remporte le titre, ça fait mal quoi. On va verser, je vais pas dire au prono, mais très simplement un petit peu en revue. Le Royal Antwerp Football Club, l'Union Saint-Gilloise, le KRC Genk, le KA Gent et le club de Bruges. Qui va aller le plus loin dans sa compétition respective selon vous, Xavier? Moi, c'est Gand. Gand? Ouais. Ok, Gand qui va jusqu'en quart? Ça dépend le tirage au sort, mais je pense qu'ils vont passer, après la phase de groupe, ils vont passer au moins 1 ou 2 tours. Sauf si par malchance, ils ont un tirage au sort, genre, je sais pas. Faut terminer premier, c'est important. Ouais, voilà, ouais, comme ça, tu joues déjà les 8e, tu passes les 16e. Gand quart de finale, Quentin. Bruges. Ouais, Bruges, qui pour moi a beaucoup d'argent, peut recruter également en janvier, ça faut pas l'oublier, pour justement élargir ce noyau, faire tourner. C'est l'énigme, c'est qu'ils ont déjà mis 7,9 millions pour un Thiago qui, pour moi, passe complètement à côté de ces matchs, notamment on l'a vu contre Beşiktaş. Déjà là, c'est là qu'il doit être présent en Coupe d'Europe. Et contre Beşiktaş, il loupe 2 grosses occasions. Bruges, Antonio Nusa, il devrait le garder. Ça, pour moi, ça peut vraiment être un élément clé qui peut justement faire cette différence dans les derniers mètres et surtout contre les grosses équipes en Conference League. Donc Bruges, je dirais, moi, je suis ambitieux quand même, parce qu'il faut être ambitieux, je trouve, pour nos clubs belges. Je dirais au minimum des demi. Ok, demi-finale, club de Bruges. Quart de finale, la Gantoise. À toi, mon Florian. L'Union? Mais en Conférence League. En Conférence League. Et en Conférence League. Donc, ça termine troisième, et ça va en Conférence League, et ça fait? Quart de finale, c'est intéressant. Ouais. C'est un parcours un petit peu sinueux. Effectivement, le groupe de l'Union Saint-Gilloise est assez relevé. Effectivement, on a parlé de Liverpool, de Toulouse. Il y en a une troisième équipe. Le LASK Linz, qui est quand même une des meilleures équipes d'Autriche également. En plus, c'est vraiment des équipes. Pour Liverpool, c'est au-dessus du lot, mais LASK et Toulouse, c'est des équipes qui vont vraiment ennuyer l'Union parce que c'est des équipes très très bien organisées qui vont pas se laisser aspirer par une fausse construction de l'arrière comme les clubs belges ont toujours pas compris que quand Maurice avait la balle, il attendait d'être pressé pour envoyer un long ballon et les attaquants homme contre homme. Je ne sais pas qui n'a pas encore remarqué ça. Je pense que ça fait 2 ans et demi qu'ils jouent comme ça. Beaucoup de clubs belges en tout cas visiblement parce que tu donnes des infos aux clubs belges. Voilà, merci Florian Lusbeck d'aider les clubs belges. C'est extraordinaire. Il suffit de regarder un petit peu pour voir un peu ce qui se passe. Mais bon voilà. Et LASK c'est une équipe très très bien organisée. Et Toulouse on a vu très très bien organisé aussi. Ouais. Travaille beaucoup avec les data, mais de la très bonne façon, c'est-à-dire qu'ils s'en servent pas comme étant la Bible. Et donc voilà, ça risque d'être compliqué pour eux, mais je les vois plus terminer 3e et aller en Conference League et là avoir un beau parcours. L'Union Saint-Gilloise justement, qui a gagné 3-1 si je ne m'abuse face au Sporting Charleroi avec une équipe C.
On va parler bien sûr des zèbres parce que ça ne va pas du tout du côté de Charleroi. Florian commence à se marrer alors que je n'ai pas encore posé ma question. C'est vous dire dans quelle situation se trouve actuellement le Sporting. C'est compliqué, vraiment, du côté de Charleroi. On a l'impression qu'en fait le dynamisme et l'énergie positive de la saison dernière et surtout l'énergie qui avait été amenée par Felice Matsu quand il est retourné dans le club de son cœur, c'est ce qu'il a toujours dit, le Sporting Charleroi. Tout ça a un petit peu disparu, Xavier. Bah, je pense, c'est vrai qu'il a apporté, quand il est revenu à Charleroi, ça a été un peu mieux pour Charleroi, mais au final, moi, j'ai l'impression que Charleroi, ça va pas depuis l'année encore avant, en janvier, et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions qu'on a fait ensemble, mais depuis le départ de Nicholson, en fait, le souci, c'est que Charleroi, ça marque jamais. L'année dernière, ils finissent quand même 12e, je pense, un truc comme ça, enfin, mais c'était quand même la 6e pire attaque du championnat. Même Zulte Waregem, qui a fini avant-dernier, ils avaient marqué plus que Charleroi l'année dernière. Cette année, c'est la pire attaque avec le Standard et Courtrai. À partir du moment où tu marques jamais, qu'au final, ils créent quand même du jeu, ils se créent des occasions. Cette année, ils méritent quand même un peu plus de points et ils sont quand même qu'à 3 points du Standard. Donc, ok, ils sont relégables, mais c'est pas non plus dramatique, je trouve. Ouais. Mais le souci, c'est qu'à partir du moment où tu marques pas, bah, tu peux pas gagner des matchs. Au pire, dans le meilleur des cas, tu fais 0-0, tu prends un point. Donc tu donnes une première clé d'analyse. Qu'est-ce qui ne va pas à Charleroi? Le manque d'efficacité, Florian. Le football se joue dans les 2 rectangles. Ouais. Alors, si on vous demande de citer les 2-3 meilleurs joueurs de Charleroi, vous allez me citer des milieux de terrain. Marco, Pas cette saison, hein, Zorgan, il est pas dedans. Mbenza, Zorgan, il y est pas parce qu'il a encore son transfert raté dans un coin de sa tête. Mais Marco, enfin Marco. Marco, c'est pas grave, Marco, c'est très bien. Ouais, c'est très bien comme ça. On l'embrasse, le magache. Même Zorgan, quand il aura retrouvé son niveau, les meilleurs joueurs sont là, mais derrière, on est obligé de remettre Damien Marc, pour qui j'ai énormément de respect, mais. Ouais. Il est plus vers la fin que vers le début. Exactement. Et alors, j'allais dire, je vais essayer de me canaliser, mais j'ai même pas envie. Les attaquants de Charleroi sont nuls. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Ils sont jamais dans les bonnes zones. Il a dit très bien, ça combine. On arrive à mettre, c'est Rogal sur le côté droit et Mbenza côté gauche. On arrive à les isoler. Ils mettent des balles dans le rectangle, il y a jamais personne. Ou alors ils vont tous les deux dans la même zone, où il y en a un qui est en retard. Et quand ils ont des occasions franches, le ballon, il part à l'hôpital de Charleroi et il y a un gars dans sa chambre qui va arriver, un ballon qui te tape. Mais à un moment donné, si on veut avoir des joueurs pour marquer des buts, il faut acheter des attaquants. T'as dit un truc super, t'as dit, Zulte Waregem a marqué plus de buts que l'année dernière. Ouais. Qui était l'attaquant de Zulte Waregem? C'était Vossen et Gano. Et Gano, ben voilà. Allez chercher ces gars-là, ils vont vous planter 25 buts, et vous allez, un ballon dans le rectangle, ils vont le mettre. Un ballon dans le rectangle à Charleroi, qui va le pousser? Ils ont l'espoir pour Dabag, hein. C'est lui qui est censé faire ça. Maintenant, il a repositionné Mbenza en attaquant de soutien, plus près, qui a été décisif, notamment contre Courtrai, celui qui marque le goal là, qui aurait pu être décisif à l'Union sans son petit talon qui dépassait la ligne. Ouais. Moi, honnêtement, je m'inquiète pas pour Charleroi. Parce que quand on regarde, ils n'ont pas eu un calendrier facile à l'extérieur, 1 sur 15, mais ça a joué Bruges, ça a joué Anderlecht, ça a joué Genk, ça a joué l'Union. Dans les 4 déplacements, c'était pas le top. Ici, c'est très 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 important. Ils doivent gagner vendredi contre le RWDM. Tu joues contre un promu qui, ok, il joue très très bien dans ce début de saison, qui ennuie énormément d'attaques, mais qui a perdu Biron pour quelques mois. Ça va être un élément clé aussi, qui a perdu aussi Alexis Dessart dans le milieu de terrain. Et Domo aussi est blessé, je crois. Pierre Domo est blessé, aussi. Ils ont aussi un défenseur qui s'est blessé. Dessart. Non, mais 2 mois quand même, au moins, non? Ouais, Domo, ouais. Donc ils ont beaucoup d'éléments absents. Et tout ça, Charleroi à domicile, qui est invaincu à domicile notamment, doit absolument gagner vendredi. Si là, tu gagnes pas contre l'RWDM, déjà qu'on voit la déclaration de Mazoud après match, qui a vu d'un peu remobiliser ses joueurs, dit ouais, les joueurs, s'ils veulent plus que je sois là, il va falloir se bouger un peu. C'est compliqué. Ouais. Donc la victoire absolument vendredi. Hein. Le RWDM qui est complètement sur une énergie hyper positive. C'est Moïse, quoi. Ça marche sur l'eau. C'est absolument dingue. Qui pouvait s'attendre à une progression pareille d'un promu avec si peu de budget? Parce que la plupart des joueurs sont arrivés gratuits. Maintenant, merci d'ailleurs aux petites encanaillades entre l'Olympique Lyonnais, Botafogo et le RWDM. Mais effectivement, c'est une réalité. Il y a beaucoup de talent et surtout des joueurs qui se révèlent. Hein. Biron en Challenger Pro League n'était que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, c'est vraiment un attaquant confirmé. Bon, il a gâché la feuille et à mon avis, il a fait perdre 3 points ou plutôt 2 points à son équipe au Standard de Liège, où il avait fait un match fantastique, mais il a raté beaucoup trop. McTargay, voilà. On peut attendre quelque chose du RWDM d'inattendu ou pas? On peut rêver de quelque chose de plus que ce que eux-mêmes attendent, c'est-à-dire le maintien et les playoffs. Je veux dire un petit peu plus dans le sens où il y a moyen que eux ils visent le maintien, je pense. Donc être peut-être dans les playoffs 3 et ne pas être descendre.
Mais je pense qu'il y a peut-être moyen qu'ils fassent peut-être la dernière place des playoffs 2 ou quoi. Ouais, je pense aussi. Donc ça un sera peu pas mieux, voilà. Un peu mieux que leur... Je pense qu'ils sont, ils sont objectif de meilleurs que base. Penn, ils sont meilleurs que Courtrai. Très, ouais. Donc, Meilleur que Westerlo à l'heure ouais, actuelle. Westerlo. Et puis ils ont recruté intelligemment. Tu vois, genre pour moi, Matargaï, Xavier Mercier, c'est des valeurs sûres du championnat. On peut parler 2 secondes de Reine Adélaïde, qui Ouais, donne un c'est peu ça. ça. Parce que bon, le gars, c'est quand même le La- plus gros transfert rentrant jusqu'à, il y a pas longtemps, de Lyon. Bien sûr. Qui finit au RWDM. Il finit au RW. Il a eu des blessures, Ouais. etc. Mais il a un talent. C'est sûr. Il marche sur l'eau. Enfin, c'est, Ouais, ce week-end, il est pas mal, quoi. quand il sera vraiment au top physiquement, parce qu'on voit que ça n'y est pas encore, Ouais, il faut du il temps. va, hein, il bon, va voilà. apporter quelque chose. Hein. Ouais. Et puis, ils ont Kachapa sur le banc, qui est un entraîneur de l'école française. C'est un fédérateur. C'est un médiateur. Il amène Ouais. une bonne ambiance. Mais tactiquement, Il n'a parle. pas l'air d'être extraordinaire non plus. Non, il est pas extraordinaire. C'est pas sa mais- plus grande qualité, en fait. Mais je pourrais le comparer un peu à Felice Mazou, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup avec les joueurs et il écoute les joueurs. Regardez les images du match de ce week-end contre la Gantoise. À un moment donné, Matargaï vient et on voit qu'Achapa lui donne des consignes et l'autre dit non et il commence à discuter. Moi, je connais beaucoup de coachs. Tu dis non et allez, hop, viens t'asseoir et tu vas voir. Mais lui, il continue à parler. Il sait aussi, il est malin. Il sait qu'il a pas non plus un banc. S'il sort Matargaï, il sait bien qu'il a pas un deuxième neuf. Ouais, c'est ça, Avec exactement. le même impact. Ouais. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui parle, qui va aider et qui va surtout avoir comme mentalité de ne pas perdre un match qui ne s'est pas gagné. Et ça, c'est important dans la lutte pour le maintien, parce que c'est bien beau de jouer les romantiques et de dire on a bien joué, mais on a perdu. Super, mais à la fin, t'as pas de points, donc ça ne change pas grand chose. Et lui, il continue à prendre des points, voilà. Il court de Gand, on a bien vu un moment, il savait très bien que Gand prenait le dessus. Ben, on a fermé la baraque, quoi. Voilà, et on a pris un point. Peut-être qu'au décompte final, ce point, il sera super important. Le RWDM qui a d'ailleurs plutôt bien géré le départ de Zakaria El Ouadi en fin de mercato, et ça aussi c'est un point positif. C'est votre séquence préférée. Et oui, on arrive maintenant au moment du crack ou de la fraude. Eh ouais, le crack ou la fraude. Sur Twitter, il y a des topitos, il y a des crackitos, il y a des frauditos, il y a tout ce que vous voulez en ito, et certainement pas Junia Ito qui aujourd'hui est au stade de Reims. Mais par contre, Ouais. il y a ton crack ou ta fraude, Quentin? Ah, je vais dire mon crack. Ton crack. J'ai longtemps hésité. Hein. Ah. J'ai longtemps hésité entre un Standardmen ou un ancien Anderlechtois. Je vais partir sur un ancien Anderlechtois. Je vais prendre quand même Stassin. 2 buts, une passe décisive. Il y a rien à dire. Hein. Il était présent à Genk. Franchement, quand on voit après ils achètent Vasquez 5 millions. Ok, Vasquez a été décisif ce week-end, mais avec tout ce qu'il avait raté au début de saison, je pense que Stassin avait quand même cette place pour jouer le rôle à la place de Dolberg. Sachant que c'est un joueur qui avait quand même beaucoup marqué en D2 l'année dernière. Donc c'est dommage de pas l'avoir vu un peu plus de chance, mais on sait que Rimmer n'était pas son plus grand supporter. J'ai même pas besoin de parler, Florian, il est en train de nous faire un hochement de tête violent là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas d'accord? Bah oui, parce que j'ai regardé le match Genk-Westerlo et les 2 fois où Stassin a marqué, je me suis dit, ah tiens, il est encore là, lui. Mais il était là justement, un attaquant, tu demandes ça, qu'il est dans le rectangle, il la met au fond. D'accord. Mais Vasquez, à un moment, il devait la mettre au fond. Mais ça marche à Westerlo, ça marche pas à Anderlecht, ça marche pas à Bruges, ça marche pas dans les clubs à l'étranger. on n'a pas donné sa chance pour le savoir. C'est ça le problème. Il y a pas besoin. Tu vois bien que c'est un gars qui participe pas au jeu. Et quand il touche plus il touche la balle loin du rectangle, plus c'est compliqué. Et on sait très bien que, à l'heure actuelle, les 9, ben, ça doit décrocher, ça doit participer, etc. Et on voyait très bien, même le peu de matchs qu'il a pu jouer avec Anderlecht, même quand il jouait en Challenger Pro League, on voit bien que la construction, c'est pas... La construction, oui, mais la finition, ouais, il est là, donc... D'accord, mais ça veut dire que pour un gars comme ça, tu dois changer tout ton système de jeu et te dire, ok, t'as un gars devant qui va marquer 20 buts, mais il faut faire ton 11 de base en fonction, en disant, bah oui, on peut pas construire avec lui parce qu'il va pas la demander. Il y a des hasard pour la demander. Il y a des grands joueurs comme ça, ouais, d'accord, mais en attendant, tu vas attaquer à 10 dans la construction. Tu vois, et ça fait un peu plus de mouvement, ça fait aussi un peu plus de réflexion, dire, tiens, si mon 6 doit jouer plus haut parce que le 9 décroche pas, bah, si on perd la balle, qui prend la place du 6? Donc là, il y a un travail qui doit être fait au niveau du coaching, et je pense que Rimmer a voulu se faciliter la tâche. Ouais, ça. Voilà. Xavier. Comme beaucoup l'auraient fait. Ton crack ou ta fraude? On a vu que quand t'as appris un crack, on va prendre une fraude, comme ça on a un peu des deux. Ah, magnifique, Voilà. quelle bonne idée. Bah moi, j'ai envie de mettre en avant Dédric Boyata. Didrik Boyata, une Ça- fraude, hein? Oui, une fraude. On est simplement. bien d'accord, hein, parce que j'ai cru mal entendre. en J'ai fait. ouais, parce que- j'ai failli partir. Oui. Je quitte cette émission Non, mais tout de suite. en fait, je trouve qu'il est arrivé à Bruges l'année Ouais. dernière ou il y a 2 ans, genre un peu en grande pompe, un peu comme Mignolet, genre on transfère Diable Rouge, il va comme Toby à l'Hunter, on transfère Diable Rouge, il va apporter un plus. Au final, il est toujours blessé et quand il joue, il preste jamais bien. Encore ce week-end, il joue 45 minutes, le Ouais. coach le fait sortir à la mi-temps parce que ça va pas non plus. Ouais. Il va même Donc- pas essayer d'aller rechercher Sheng Tozun hein, sur la balle en profondeur qui donne Tu vois l'égalisation en Ah UEFA ouais. Conference Donc League c'est- dans le premier match du club d'ailleurs. Voilà, donc c'est malheureux. Donc un nom comme ça, oui, à l'heure actuelle, c'est une fraude dans notre championnat.
Ouais, effectivement, parce que on attendait beaucoup de choses de lui et il ne montrait rien. C'est vrai que le terme fraude là est utilisé dans son sens le plus littéral. Voilà. Vraiment, c'est assez décevant, mon cher Flo. Est-ce que quelqu'un s'attendait à autre chose que ça? Moi, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Parce que il était dans le trou depuis quelques années. Ouais. Je sais pas pourquoi Bruges est allé le chercher en se disant tiens, on va le relancer. Quand on veut jouer des titres, quand on veut jouer, quand on a des ambitions, on n'a pas le temps de relancer un joueur. Ça marche quand on joue le milieu de classement. Au ROWDM, il peut se relancer s'il veut, et il fera plaisir. Mais d'une équipe comme le club de Bruges qui a des ambitions, qui en plus joue haut, et on sait que la vitesse de Boyata, ça fait longtemps que c'est plus son point fort. Donc ouais, bon, C'est vrai que à côté de lui que ça va aller niveau vitesse. Ouais, on m'a fait comprendre aussi que c'était un espèce de pack. Hein. Donc, à l'époque, l'agent qui a ramené Raphaël Onyedika a dit je représente également Dédric Boyata, c'est l'un et l'autre, si tu veux faciliter la transaction avec Midtjylland. Ouais. Voilà, ça c'est des petites coulisses qu'on peut vous donner, des petits insights aussi. Et je sais que Flo est également au courant parce que il faut savoir que Flo a suivi longtemps le club de Bruges. Je sais pas si tu le fais encore. Non. Mais t'étais quand même assez souvent aussi au Jan Bredel. Je l'ai fait pendant 2 ans, oui, vraiment. En insider, donc c'est, voilà, les transferts de Bruges sont pas toujours, contrairement à ce qu'on pense, sont pas toujours de réussite. Hein. Effectivement. D'ailleurs, je peux, vu que tout le monde a donné un oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais te proposer ton crack, ta fraude. On va rester à Bruges. Okay. On va rester dans les fraudes et on va aller sur Igor Thiagot, on en a un peu parlé tantôt. Mais le best c'est la fraude depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver 7 points le Wesley de chez Wish. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que Wesley, il avait encore au moins la présence physique, les duels qui remportaient, cette capacité de garder la balle. Après, il fallait pas lui demander de faire une passe ou quoi que ce soit, mais c'est autre chose. Mais Thiago, il sait même pas faire ça. Il a même pas 30% de duels gagnés, alors que c'est quand même un poste où il devrait normalement en imposer physiquement, parce que c'est pas une croquette, quoi. Je veux dire, le gars, il est imposant, il est large d'épaule, il devrait gagner des duels, il les gagne pas, il sait pas contrôler un ballon. Les occasions ratées, j'en parle même plus. Alors on me dit, ouais, génial, il a marqué des buts, ouais, super sur penalty. Donc, à un moment donné, il faut les mettre, les penalties. C'est parce qu'on attend d'un attaquant pour lequel on a mis 9 millions d'euros. C'est 7.9, c'est ça? Ouais, avec les primes, etc., on est à 9, quoi. Hein, okay, donc, la prime, c'est s'il joue un match en Coupe d'Europe, donc tching, c'est déjà tombé, Ludo Goretz, on a en Champagne. Ok, génial. Pas besoin d'aller à la Tour d'Argent, y a pas de souci. Donc, eux, ils sont super contents. Je dis 9, 7. Allez, hop. Prends tes valises parce que, on dit, oui, mais il a marqué 15 buts dans le championnat bulgare. Dans le championnat bulgare. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut pour un data analyst, le championnat bulgare, Florian? C'est un championnat qui a, d'abord, on ne recrute pas énormément parce qu'il y a beaucoup de matchs truqués. On va pas le cacher, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il y a parfois des résultats un peu bizarres. Deuxièmement, c'est un championnat qui n'a pas de rythme, qui n'est pas spécialement organisé, qui n'est pas très tactique, donc c'est difficile de jauger un joueur dans son quotidien. La plupart du temps, les joueurs qui viennent de Bulgarie et qui arrivent dans un top 5, top 7 des grands championnats, ils sont analysés, scotés avec leur équipe nationale. Jamais vraiment en championnat parce que c'est vraiment compliqué. En plus, ils s'entraînent pas de façon professionnelle. Toujours, ils ont des contrats pro, mais parfois ils s'entraînent un jour sur deux ou 2 heures par jour. Il y a des clubs belges qui le font aussi, mais voilà, c'est difficile après d'un point de vue analyse de pouvoir aller voir un joueur. Maintenant, la cellule du recrutement du Standard a beaucoup regardé cet été du côté du Levski Sofia, avec notamment un ailier brésilien du nom de Welton, et également, et tu parlais justement d'internationaux, le milieu défensif d'1m90 de cette équipe, qui est également le capitaine du Levski Sofia, avait été scouté par le Standard. C'est quand même beaucoup regardé, ce championnat. Mais ça montre aussi quelque part qu'aujourd'hui, on est plus à l'affût de bons coups que de rendement direct. Oui, et puis, de toute façon, c'est beaucoup regardé, mais les prix aussi que les clubs bulgares demandent pour leurs joueurs, c'est faussé à cause de la Russie qui est venue chercher des joueurs en Bulgarie ou qui ont placé des joueurs. Parce que les Brésiliens, des fois, ils ont des carrières un peu bizarres. Donc, c'est pas pourquoi d'un coup, ils arrivent en Bulgarie, puis après, ils sont en Ukraine, puis après, ils vont en Russie. On sait pas très bien par quel chemin ils vont. Et je crois que ça a déréglé aussi le marché bulgare et les clubs veulent maintenant récupérer beaucoup d'argent, pour ça. Et c'est vrai que quand on va chercher en Bulgarie, c'est difficile d'aller chercher un joueur confirmé, là-bas, en Bulgarie, en Roumanie, c'est des chouettes championnats sympas, mais voilà. Donc Igor Thiago, on repassera, quoi. On repassera avec Igor Thiago, on espérera avoir peut-être une bonne performance contre un gros. Non, pourquoi pas. Arrête d'espérer, c'est pas bon pour ton cœur, et puis, ça ne sert à rien. Je ne le vois pas comme ça d'un coup, devenir le roi de la technique. Comment est-ce qui c'était le joueur qui avait été vendu? Wallace? Ça s'appelait pas Wallace ou Wellington ou je ne sais plus. Le Brésilien qui avait été vendu 30 millions d'euros à Aston Villa en provenance de Bruges.
il y a de cela quelques années, en 2020. Il y avait un numéro 9. Vous en souvenez pas, l'attaquant Wesley, c'est Wesley. Wesley, voilà, c'est ça. Qui est revenu C'est après, ça. et on a l'impression qu'il avait Wesley. mangé des drômes pendant 6 mois. C'est vrai qu'il était revenu en plus. Mais On a il est encore pire après son retour que... Non, c'était catastrophique. Ah, ce mec Et est exceptionnel. Il est fantastique. Hein. Si vous aimez Florian Holzbeek, vous continuez. Dans les commentaires, vous nous dites on le veut encore et on le réinvite. C'est un amour. Tu me tues de rire. Ah, mais je vais revenir. Exceptionnel. Je vais dire comme Sten Steinen avait dit quand il avait pris la place de Verlinen, il avait dit je vais jouer un match et après je jouerai tous les matchs. Mais moi c'est pareil. Je suis venu une fois, je reviendrai. Ça fait plaisir. Je vous donne simplement un petit crack. On a parlé pas mal de fraude. On va aller sur un truc positif. Un joueur qui m'a véritablement impressionné, Joel Ching-Tien du côté d'OHL. Il a à peine 19 ans de mémoire. C'est un joueur fantastique dans sa personnalité, dans sa dévotion physique. C'est un joueur aussi qui a été beaucoup négligé du côté d'OHL. Il a dû faire toute une saison complète en National 1 la saison dernière pour enfin jouir de la confiance de Mark Brace. Il y avait également l'intérêt, en tout cas il avait été proposé du côté du Sporting d'Anderlecht. Il fait un excellent match face au Standard comme par hasard. Ring ring, le Sporting d'Anderlecht est revenu en début de semaine à la charge. Voilà, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il a un potentiel dingue et son seul défaut c'est d'avoir Ewout Plettings à côté de lui, qui est une véritable fraude effectivement. Voilà, catastrophique face au Standard de Liège. Difficile de dire le contraire. Ouais. Surtout la défense à 3, hein, le changement de la défense à 3 qui lui a donné cette chance, parce qu'avant il y avait Plettings et Rika qui s'est blessé, donc cette défense à 3 que le coach Brace a changé lui a donné cette possibilité de performer et il l'a saisi amplement, donc ça qui est bien. Parole de supporters, c'est vous qu'on écoute, c'est vous qu'on lit. Sur Twitter et sur X, vous avez effectivement réagi suite à ce fameux match dont je parle, OHL Standard, avec bien sûr toujours en ligne de mire le match Standard Bruges. C'est notre grosse page. Hein. Aujourd'hui, c'est le match qu'on attend depuis des mois tous de manière assez impatiente avec les frissons parce qu'on attend d'abord la réaction du public, le visage de Ronny Deila sous pression avec le club de Bruges, le visage de Karl Hufkens qui quelque part a signé uniquement pour jouer ce match-là. Enfin, c'est un peu ce qu'on nous a fait comprendre du côté de Sclessin. Il l'attendait avant même de signer, il savait la date, il a coché dans le calendrier le 8 octobre à 13h30, ce sera dimanche prochain, et donc on vous lit, et il y a pas mal d'analyses assez intéressantes sur le Standard de Liège, et vous allez ensuite pouvoir réagir. On commence avec Eric Defresne. Eric Defresne, il nous dit quoi? Très brouillon, faire jouer Djenepo sur tout le flanc, il perd carrément de sa fraîcheur et j'ai la sensation qu'il y a une très mauvaise gestion du groupe, contrairement à la saison dernière où tout le monde se sentait concerné. Ici, les joueurs n'ont pas l'air heureux. Ça, c'est à la suite du match OHL Standard. Qu'est-ce qu'on peut, comment on réagit à ce tweet? Il y a une grosse part de vérité. Quand on a annoncé que le Standard allait repasser à une défense à 3, j'ai directement dit, s'il met Djenepo en piston, c'est se couper une jambe. Comme je disais tout à l'heure, sa première touche de balle, elle est où? Elle est au milieu de terrain. On est à 50 mètres des buts. Si même il élimine, il lui reste 40 mètres à finir pour adresser un centre. Beaucoup trop loin. Ça, c'est juste pas possible. Maintenant, pourquoi est-ce que Hufkens, s'il joue comme ça, il n'y a pas de back gauche au Standard? C'est ça. Et ils ont essayé, pourtant. Ils ont essayé jusqu'au dernier moment, hein. Contrairement à ce que certains ont dit dans une certaine presse. Ils ont vraiment cherché un back gauche parce qu'ils savaient très bien qu'il fallait quelqu'un à cette position. Ils n'ont pas trouvé parce que ils n'avaient plus spécialement de moyens, et puis quand on commence à transférer un J-2 du mercato, c'est compliqué. On voit ce qui reste, quoi. Si vous faites une soirée, que vous cherchez une copine et que vous ouvrez les lumières et qu'il est 3h du matin, il reste que celles qui ne sont pas prises. Donc c'est pareil avec le mercato. Effectivement, exactement et souvent, pareil. On a des déconvenus, ouais. Hein, mon Quentin. Ah, oula, il y a du dossier. Pas du tout. Tout compte fait, je ne sais pas si je vais revenir. Mais il me tue. Mais non, voilà, c'est vraiment compliqué déjà pour Djenepo de jouer à cette position-là. C'est un vrai ailier, il doit jouer. Qu'on le mette à droite, à gauche, c'est quelqu'un qu'on doit isoler, qui doit dribbler et amener des ballons dans le rectangle. Donc ça, c'est vraiment compliqué. C'est très intéressant ce que tu dis. Je vais aller justement sur une deuxième réaction de la part de notre communauté, de vous, qui avez réagi justement à la question de vos impressions, vos réactions après le match OHL Standard. Perso, c'est Jean-Loup qui nous dit ça. Je pense que ce qui trompe notre manière de voir les résultats, c'est que l'on a vu justement à la fin du mercato le Standard bien plus beau qu'il ne l'est réellement. Ça veut dire qu'est-ce que les joueurs qui sont arrivés,
est-ce qu'on les voit beaucoup plus forts que ce qu'ils sont intrinsèquement? C'est à peu près ce que veut nous dire Jean-Loup, en nous disant il y a de la qualité, mais il faut pas s'attendre à des miracles, en fait, Non, je pense que, ouais, en fait, ça, on le voit peut-être le Standard trop beau dans le sens où le ils ont transféré quelques joueurs, Djenepo, Alzate, Hayden. Mais le c'est que tu aurais dû transférer 11 joueurs. Tu en as transféré 3. Allez, 4, pardon, il y a Soa aussi, tu en as transféré 4. T'as pas transféré suffisamment. Déjà, il te manque un défenseur en latéral gauche. Et donc, ouais, on voit un peu le Standard trop beau, parce qu'ils ont transféré des beaux noms. Mais le souci, c'est que tu avais toute une équipe à faire, et pas 3-4 joueurs. Donc c'est ça le problème, à mon avis. Rassuré vis-à-vis des playoffs 300+, jusqu'à fin 2023, ça va être difficile de monter au classement, nous dit Nicolas Bonnet. Quentin. Gros calendrier, hein. Ils vont enchaîner ici Bruges, Anderlecht, la Gantoise. Je crois que déjà là, on va voir un peu ce qui va se passer. Maintenant, on sait que l'année passée, maintenant, c'est pas toujours la même chose. Mais l'année passée, ils ont performé contre ces grosses équipes, notamment surtout à domicile. Victoire contre l'Antwerp, victoire contre Bruges, victoire contre Anderlecht, notamment avec ce match arrêté. Donc, on va voir ce qu'ils vont donner contre Bruges. Attention, qu'il faut quand même dire, ça fait 10 matchs de suite que le Standard n'a plus perdu à domicile contre Bruges. Hein. Et ça, après, Bruges joue en Coupe d'Europe aussi, donc ça va peut-être aider un peu le Standard. Et pas leur plus petit déplacement. Voilà. Ouais. À Bø-de-Glimt, pour être exact, en Norvège. Ce sera jeudi à 18h45, effectivement. Standard ou Bruges, qui a la pression, Florian? Bah, les deux. Les deux? Ouais. Les deux. 50-50. Clairement, tous les deux doivent gagner. Il y a pas, les résultats du dernier week-end font que les deux équipes doivent gagner. Le Standard doit à un moment donné confirmer. Bien sûr. Et c'est peut-être le match idéal pour confirmer. Parce que Sclessin est un peu amorphe depuis le début de la saison. Un grand match contre Bruges avec Deila, c'est peut-être l'occasion pour réveiller un peu tout le monde. C'est intéressant ce que tu dis. Sclessin est un peu amorphe. C'est-à-dire que toi, au stade, tu ne retrouves pas l'ambiance que tu as connue ces dernières années. Revoyez les images contre Westerlo. N'importe quelle équipe qui va à Sclessin, c'est 0-0, il reste 5 minutes, le stade, il est chaud patate. Et là, il y avait rien. Il y avait un tout petit peu d'ambiance, ça poussait pas, ça ne chauffait pas. C'est bizarre quand même. Je veux dire, on sent même un peu de résignation du côté des supporters du Standard. C'est pas bon signe. Ouais. On sait très bien qu'après, quand ça va tourner, ça va être 100 fois plus. On peut dire merci à Bruno Venanzi, l'anesthésiste, qui a encore fait des siennes dans la presse et qui est revenu pour dire à quel point il avait fait des bons transferts et à quel point si le Standard n'allait pas bien, c'était à cause de leurs mauvais transferts. On le renverra à son bilan de moins 35 millions d'euros sous Michel Prudhomme et on lui demandera d'aller faire autre chose que du football. Voilà, ça c'est dit. Et de plus accepter les interviews aussi. Et de plus accepter les interviews. Et ouais, oui, Voilà. effectivement. Peut-être aller s'occuper de son projet commercial à venir, hein, Médiacité, c'est toujours sympa. Alors, si on prend 2 dégelés, il sera viré. De plus, il n'utilise pas Djenepo comme il le devrait, nous dit Bernard Jadin. Ça sûr. aussi, c'est correct. Oh, hein. C'est sûr. Hein. Si tu perds ici à domicile contre Bruges, puis tu rejoues à domicile, parce qu'il y a la trêve, tu rejoues à domicile contre Anderlecht directement après, le 22 octobre, je pense, ben, directement, si tu perds ces 2 matchs-là, je suis désolé, mais ça sent pas bon pour Karl Kent. Ouais. Maintenant, ouais, comme Florian l'a dit, le stade chante moins. Je trouve le stade chante toujours, mais est moins percutant. Mais parce qu'il sait aussi, il le voit. Les supporters sont là, ils voient. Il y a rien eu contre Westerlo. Il y a pas eu d'occasion. Il y a eu la passe de Kanga à Bolat, mais c'est tout. Donc tu chantes parce que tu sais qu'ils vont le faire. Peut-être que les supporters se disent, ben, on sait qu'ils vont pas le faire. Lequel a le plus à craindre, Ronny Deila ou Karl Kent? Deila. Pour moi, c'est quand même Deila parce que il est à Bruges. Bruges, c'est quand même 4 fois de suite qu'ils font 1-1. Et c'est une autre entité quand même que le Standard. C'est un autre budget. Déjà, Bruges a les moyens financiers pour se permettre de virer un Ronny Deila. Est-ce que le Standard, je connais pas la clause libératoire ou quoi, la clause de licenciement pour Oufkens, mais est-ce que le Standard a vraiment les moyens pour arriver à licencier Oufkens? Je ne pense pas. Donc ils vont attendre le dernier moment avant que ça soit l'explosion. Donc Bruges, si ça plaît pas, ok, ben il va savoir que Deila a un bilan moins bien que ce qu'avait Oufkens l'année dernière à Bruges, hein, faut le souligner, et qui avait une victoire en Ligue des Champions. Alors que là, il y a un match nul en Conference League. Donc Bruges, si Deila ça plaît pas, allez, merci, au revoir. Surtout que à la fin du match ici contre Saint-Tron, le stade a commencé à siffler l'équipe. Et ça, Bruges, on sait que ça réfléchit pas et Bruges, ils ont pas le temps. Hein. Donc, c'est super parce que moi j'observe Florian pendant que tu parles, Quentin, et il passe de non à oui comme ça. Donc je suppose que ta réponse et ta réaction sera nuancée. Ouais, nuancée. Moi, je pense qu'aucun des deux risque sa place pour le moment. Ouais. Oufkens pour des raisons financières. Ouais. Ils ont déjà pas l'argent pour virer le coach qu'ils ont mis en challenger pour le SLCSFC, donc c'est déjà compliqué aussi pour le Standard. Et je pense qu'à Bruges, on a un petit peu une jurisprudence Scott Parker où ils ont pas envie de virer pour virer et peut-être aussi ils savent aussi très bien que Deila n'a pas encore eu le temps de travailler correctement. Je l'ai dit tout à l'heure. Bruges, j'ai pas le temps justement.
Il y a pas le temps, mais il y a les playoffs. Si, il y a quand Ouais, même. mais imagine, ici, ils gagnent pas en Norvège jeudi, tu perds à Sclessin, il y a la trêve internationale. Il y aura combien de points de retard sur les premiers au maximum? Ouais, 5, 6. mais ça fait quoi? Imagine, tu perds en Norvège. Ça peut arriver à Bodø Glimt, on sait jamais. Normalement, ils devraient gagner, mais on sait jamais. Ça fait quoi? 1 sur 6 en Conference League pour Bruges, t'as 1 sur 6, et sachant que t'as déjà joué à domicile contre le Beşiktaş, tu dois encore aller après en Turquie, tu perds au Standard, sachant que oui, ils ont en négo aussi les dirigeants de Bruges, t'as pris Deyla au Standard, tu te fais battre par Oufkens que t'as viré. Ils seront pas aussi sanguins que ça. Ils savent aussi très bien que Deyla n'a pas encore eu le temps de travailler. Comme je dis, ils ont joué tous les 3 jours depuis le début de la saison. Quand on joue tous les 3 jours, on n'a pas le temps de s'entraîner, on n'a pas le temps de travailler tactiquement, pas le temps de travailler les automatismes. Du coup, tu prends le risque d'attendre janvier, de perdre ton championnat et de perdre la coupe? En janvier, tu peux changer de coach et faire un mercato. Ouais, mais ça va être peut-être trop juste, hein. En attendant, regardez un peu le calendrier et ce que ça pourrait changer dans la dynamique du Standard. Vous parlez effectivement des conséquences négatives à Bruges. Les conséquences positives du côté du Standard, elles seraient exceptionnelles. Gagner face à l'ennemi héréditaire de Traitors, comme le diraient les banderoles de Sclessin, ce serait fantastique. Ce serait pour le Standard l'une des manières peut-être de enfin lancer sa saison pour la 3e fois, on le dit, mais pour la 3e fois, on peut y croire. Ils attendent tous ça. Ouais. Tout le monde attend sur ça. la direction, les joueurs, le coach, les supporters, c'est le match qu'ils attendent. Je pense que s'ils gagnent là, ils ont oublié le mauvais début de saison et ils sont partis et là ils peuvent faire de... Par contre, il y a un truc qui me fait marrer parce que quand on dit qu'on peut pas virer Karl Oufkens, en interne, ça commençait quand même à parler de certains noms. Donc voilà, je vais pas non plus donner les noms, mais il y a pas encore en tout cas. J'attendrai que ça se passe mal pour Karl Oufkens. Si ça se passe mal, bien sûr, on n'espère pas que quelqu'un perde son emploi, surtout en temps de crise financière et surtout dans le milieu du football qui est très précaire. Mais c'est très compliqué la situation du Standard. Regardez le calendrier dantesque. Comment est-ce qu'on fait si derrière il y a une contre-performance? Que là, on a parlé du côté positif, ça pourrait être vraiment le côté booster. Mais si à ce moment-là, on perd ce match, là derrière, après, c'est l'avalanche, Florian. L'avalanche. Le calendrier est incroyablement compliqué. Ça va dépendre déjà du match et s'ils perdent, de quelle façon ils vont perdre. S'ils donnent tout et qu'il y a un petit VAR qui intervient, on sait très bien que les supporters vont plus se tourner vers ce qui s'est passé à Tubize que ce qui se passe sur le terrain. Ça c'est clair. Moi, je reste persuadé que le Standard ne perdra pas et contre Bruges et contre Anderlecht. Comme il a dit, les supporters, ils attendent que ça. Alors, à tort, parce qu'ils vont s'en prendre à Deyla. Et moi, je dis à tort, parce que ils abusent. Je veux dire, c'est pas, on est loin du cas de Four ou même du cas très belle. Je veux dire, Ça, c'est un entraîneur, quoi. Et puis, ils ont bien profité aussi du fait que Deyla souhaite quitter ses clubs pour le récupérer il y a maintenant un peu plus d'1 an. À un moment donné, quand t'es la maîtresse et que t'as une promotion et que tu deviens l'officiel, il y a quelqu'un qui prend ta place. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est clair. Donc, et puis, deuxièmement, quand tu mets une clause de départ à ton coach, c'est lui donner la clé pour sortir. Ouais, c'est une opportunité. Il faut réfléchir à ça aussi. Et je pense que le Standard on était vraiment très bien conscient. Mais maintenant, tout ça va pousser le club. Ça va pousser aussi leur beurre. Je pense que c'est sold out, et ça va pousser, on le sait. Ouais. Et si le début de match est bien pour le Standard, on sait très bien que ça va pousser. Il suffit d'un but assez rapidement. Souvenez-vous l'année dernière. 3-0, à peine le temps de prendre une bière et de s'asseoir, c'était déjà terminé. Ouais, mais ça, pour moi, on peut avoir le même scénario maintenant. Les joueurs du Standard ont de la qualité. Je suis moins d'accord avec toi quand tu dis qu'il fallait 11 joueurs parce que je pense qu'il y a une bonne base. Un peu, mais il aurait fallu quand même un peu plus, toi. Pour moi, il manquait un 9 de plus, mais on sait que c'est ce qu'il y a de plus cher et c'était pas possible. Voilà, et on demandera à Wilfried Kanga d'arrêter d'être hors jeu 160 fois pendant un match. Ça, c'est quand même un peu compliqué. Ça me rend complètement fou. Ouais. Je sais pas comment le dire autrement. Il suffit de faire ça et non, jamais, ça me rend complètement. Problème d'observation, en fait. C'est juste de la concentration. Ah, c'est ça. C'est pas, là, c'est pas des qualités intrinsèques. Là, c'est juste, tu regardes comment t'es positionné, tu fais le pas de recul et tu n'es pas hors jeu. De nombreuses fois, des occasions ont été galvaudées face à OHL à cause de ça. Tellement. C'est vraiment, franchement, je trouve que c'est de l'amateurisme. Ah ouais. Ça, c'est un manque de professionnalisme et je suis pas, je suis pas étonné, en fait, qu'un club comme le Hertha Berlin, à un moment donné, en ait eu marre de ce type de comportement. Ça reste quand même un numéro 9 qui marque, il a montré qu'il a cette capacité devant le but à être intéressant, mais pourquoi être autant en dilettante, quoi? Ouais, après, toi, faut se dire aussi qu'une équipe comme le Hertha Berlin qui descend en 2e division, un joueur que le Hertha Berlin qui redescend ne veut plus, faut pas s'attendre à une star, toi. C'est ça, mais quand je pose la question du niveau réel du Standard et du mercato réel en termes de niveau du Standard, tu réponds à la question au moment où je parle.
C'est exactement ce que tu es en train d'expliquer. Que, à un moment donné, on attend des capacités de ces recrues beaucoup trop importantes que ce qu'il n'est réellement. Isaac Hayden, il a déjà fait plus de matchs que ce qu'il avait fait toute la saison dernière avec le Standard. Il avait fait 14 minutes avec Norwich. Ouais, voilà. Je veux dire, à un moment donné, un type, quand il était pas blessé, il jouait quand même. Enfin, il a de l'expérience. Tout ça, c'est pas le même profil qu'un gars où je pense, ouais, c'est un joueur que, je vais pas dire entre guillemets, pas grand monde voulait, mais il t'en fallait un. Tu cherchais un. Voilà, il y a pas grand monde qui le voulait. Donc voilà, et puis tu le prends parce que il te faut quelqu'un, t'as l'occasion, il te coûte pas seulement pas très cher. Et donc voilà, mais ça le souci. Et puis c'est l'animation aussi, je trouve, au Standard. Jenny Paul aussi, c'est comme on lui demande de jouer trop bas. Donc après dans le rectangle, il est pas à frais. Et toute l'animation offensive du Standard ne va pas, toi. T'as des bons milieux de terrain, Hayden, Alzate et tout ça, ça va. Mais au final, tu te crées jamais d'occasion. Encore le match contre OHL, Bodard a fait plus d'arrêts que Prévost. Et tu gagnes 2-1 parce que pour moi, un peu à coup de chance. Chanak fait une belle action, et tout ça, mais le ballon, il revient de pied de Sowa par une déviation du défenseur. Sowa, il fait une super reprise de volée, mais il essaye 50 fois, elle finit une fois au fond, et 50 fois dans la tribune. Et grâce à ça, tu gagnes 2-1, et tu dis, le Standard, c'est reparti. Mais pour le même prix, ils font 1-1. Vous l'avez compris, l'équipe, la troupe n'est absolument pas convaincue malgré la victoire du Standard à OHL. On verra un petit peu ce qui va se passer dans ce match Standard-Bruges. Ce sera éminemment intéressant et excitant de suivre ça ensemble. Wait and see. Wait and see, c'est aussi la rubrique spéciale bruit de couloir qu'on peut entendre chaque semaine. Cette semaine, il sera question de Loïs Openda et de Lucas Noubi. Voilà, on parlait du Standard. Pourquoi pas un petit bonbon pour vous si vous êtes supporter du Standard et que vous nous regardez. Messieurs, merci. Xavier, un grand merci. Avec plaisir. Quentin, pardon, excuse-moi. Thomas arrive la semaine prochaine. Tu vois, je suis déjà dans l'anticipation. Effectivement. Non, pas la semaine prochaine parce qu'il y aura un break international, mais plutôt la semaine d'après. Ce sera un plaisir, bien sûr, de le retrouver. Merci, Quentin. Avec plaisir. T'as été top. Tu vas prendre une petite pause d'une semaine. Exactement. Là, tu vas me manquer, mon frérot. Toi aussi, tu vas me manquer. Tu vas manquer. Ça, c'est un amour, ça. Ça, c'est l'amour à Baba. Je sais vraiment pas si je vais revenir. Florian, un immense merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation, et puis quand tu veux. J'espère en tout cas que tu nous as fait beaucoup rire, et j'espère en tout cas que tu vas encore continuer à être aussi frais, aussi authentique et autant toi-même, parce que ça fait un bien fou. Sache-le, dans le paysage audiovisuel belge, le PAB comme on dit. Je ne compte pas changer. J'ai 43 ans demain, et on ne change plus les rayures d'un zèbre. Mais oui, voilà, exactement. Voilà. En espérant effectivement voir 3 points pour les hommes de Mehdi Bayat. On vous laisse là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi le Clubhouse Football Time. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, c'est hyper important pour nous, et surtout n'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires. S'il y a des choses qui vous ont froissé, fâché, etc., on est là pour vous écouter, on est là pour réagir avec vous, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!